Azure Newscast, 7e épisode, c'est parti. Bien, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cette 7e édition d'Azure Newscast. Notez bien, on est en juillet, il s'est écoulé 7 mois, 7 épisodes, on a tenu notre promesse, un épisode par mois. On est très heureux de vous retrouver avec cette fois-ci l'équipe complète. Nicolas, Stan, bonjour les gars. Bonjour. Salut Alex. Donc, content de te retrouver, Nicolas, après ta petite épisode de conteneurisation un petit peu particulière que tu nous raconteras le moment où tu seras prêt. Numéro un tout petit peu particulier cette fois-ci, en effet, parce que on va avoir toujours le respect de notre format, une petite section news et une section un peu plus deep dive. Mais cette fois-ci, attention, Stan va prendre la main pour les news puisqu'elles sont assez concises, mais surtout, on reçoit un invité qui vient partager avec vous un ensemble d'expériences assez uniques. Donc, restez connectés, vous allez être surpris et apprendre plein de trucs. Sam, à toi la main. Eh bien allez, on bascule sur le changelog traditionnel qu'on commente. Alors pour le coup, depuis le dernier Azure Newscast qui avait eu lieu en juin, il y a eu assez peu de changements sur le changelog. Donc on retrouve les informations comme quoi effectivement on a étendu le support d'un 18 jusqu'au 31 juillet 2021 à la place du 30 juin. Ça on l'avait déjà annoncé le mois dernier. On a eu un bug qui a été résolu, et après quelques composants de mise à jour. Rien de vraiment extraordinaire du côté du changelog. Il est probable également qu'on arrive dans la période de l'été, les équipes sont en train de reprendre un peu d'énergie, et puis elles gardent également probablement des nouveautés à annoncer pour la rentrée scolaire et les événements qui vont suivre derrière. Par contre, il y a une petite chose qui est arrivée que j'ai trouvé assez intéressante à noter, parce qu'on en avait parlé avec Alex dans l'épisode précédent, qui était effectivement ce fameux fichier Excel pour pouvoir mettre en place de l'AKS dans un contexte réglementaire PCI DSS. Je rappelle que c'est pour le groupement des industries des cartes bancaires. Donc il y avait effectivement un fichier Excel avec une bonne matrice par rapport à l'audit qu'on peut avoir sur du PCI DSS. Eh bien, on a mis à disposition également cette semaine, c'est tout frais du matin pêché, une architecture de référence qui vous permet de déployer effectivement un environnement AKS dans le respect de PCI DSS avec les composants que nous on vous fournit, à savoir par exemple Azure Firewall, etc. Donc les composants Service Manager que vous pouvez remplacer par vos composants également. Mais voilà, on a une architecture de référence désormais qui est parfaite pour la partie PCI DSS. Et c'est tout pour les news. Et maintenant, on va laisser Nicolas en fait, nous présenter l'invité du mois. Voilà, comme tu l'as dit, on va terminer l'année en beauté et j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Alexandre Combe, en fait, qui travaille pour la société Use. Alexandre, bonjour, bienvenue dans ce superbe podcast orienté AKS. Alors, comme on le suppose, on va parler AKS, mais je te laisse te présenter, puis nous présenter Use. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Je m'appelle Alexandre Combe, moi je suis responsable des infrastructures et de la sécurité chez Use. Et Use, c'est une entreprise qui fait de l'automatisation et la dématérialisation de documents. Donc l'idée derrière notre application, en fait, c'est que nos clients vont nous envoyer leurs documents numérisés directement dans notre application qui est en mode SaaS. On va avoir une phase de capture de ces documents. Donc on va les récupérer, on va les traiter, on va en extraire la valeur, on va essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ces documents sont des factures? Est-ce que ce sont des avoirs? Est-ce que ce sont d'autres documents? Et puis on va récupérer l'ensemble des éléments qui sont sur ces documents, les numériser. Donc on a toute une partie d'IA dans cette partie de capture. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va laisser à nos clients et à nos utilisateurs la possibilité de retoucher ces données ou pas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi être en mode complètement automatique, c'est-à-dire que le processus va pouvoir extraire la valeur des documents et faire de la validation, faire de l'enregistrement et exporter complètement ensuite ces documents vers les outils éventuellement comptables ou les GED de nos clients. Et puis par-dessus tout ça, en fait, on va amener des fonctionnalités comme des workflows qui vont permettre à nos clients en fait d'avoir des enregistrements, de passer par plusieurs phases de validation, éventuellement si les documents sont sensibles, et puis aller jusqu'à une phase de paiement. Par exemple, si ce sont des documents comptables, pour tout à la fin arriver à une phase d'export
Et notre outil va permettre d'exporter vers tout plein de logiciels, comptables notamment, mais aussi GED au sein de l'IT du client. Donc voilà, c'est un outil en fait qui va permettre de faciliter ces enregistrements de factures ou de documents et de faire que notre client pourra faire ce genre d'action bien plus rapidement. Alors en plus de tout ça, ce qui se passe, c'est que notre application va permettre typiquement de faire de la recherche full text. On va aussi fournir de l'archivage légal, donc on va plus être obligé de garder ces documents papier. On va pouvoir tout stocker dans Use. Et puis une piste d'audit fiable notamment. Donc tout ça en mode SaaS. Donc ça fait une dizaine d'années à peu près que l'application Use existe. Et donc dès le début, on a fourni notre application en mode SaaS chez différents cloud providers. Et donc depuis 2016-2017, on est passé sous AKS. Et donc on va essayer de faire un petit retour d'expérience ensemble sur cette partie-là. Alors Alexandre, l'espace-temps que tu nous donnes, courant des années 2017, peut-être 2018, ça doit correspondre effectivement au tout début du service AKS. Donc vous avez commencé vraiment avec un service qui était au départ simple et qui a évolué de manière assez rapide dans les dernières années. Du coup, je pense que tu as dû voir pas mal d'évolution de la solution, connaître peut-être certains problèmes, et puis également avoir eu des réponses par rapport à des besoins antérieurs qui sont arrivés avec des nouvelles fonctionnalités. C'est bien ça ? C'est exactement ça en fait. Alors, ça a commencé, au tout début, on ne travaillait pas avec Azure, on avait un autre cloud provider, et on a attendu que Azure déploie des data centers en France, notamment, pour pouvoir déployer notre solution dans Azure. Et puis une fois que ça a été fait, on a eu plusieurs versions d'applications, et dont la dernière qui était entièrement conteneurisée, qu'on a voulu faire tourner directement avec un orchestrateur de conteneurs, forcément. Et pour le coup, donc, on a commencé notre application en développement et on a commencé à la faire tourner d'abord sur Swarm. Donc, vu que nos développeurs, les développeurs en local travaillaient sur du Docker et du Docker Compose, naturellement, on s'est orienté vers du Swarm pour la simplicité, la facilité de déploiement, et puis surtout le fait que ça soit la même entreprise et puis le même outil, finalement, qui fasse tourner nos conteneurs en local sur les postes de dev et sur notre production. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas forcément le bon cheval, c'était pas forcément la bonne solution, et donc on s'est orienté vers de l'AKS managé, et donc vers du Kubernetes managé, pardon, et donc vers AKS au tout début en fait de la fonctionnalité AKS sur Azure. Et donc à l'époque, on était encore nous en phase de développement, on n'avait pas encore de produits en production, donc on a essuyé un petit peu les plâtres, mais finalement ça nous a permis aussi de nous roder sur les technologies d'orchestration, de conteneurisation et de déploiement automatique aussi en production. Donc on a une phase de 1 an et demi, 2 ans quasiment, où on a pu tester beaucoup de choses, revenir en arrière, refactorer et optimiser finalement l'ensemble de nos processus. Super, super Alexandre. Mais du coup, quand on voit effectivement cette slide, on voit qu'il y a différents composants. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que votre application aujourd'hui, elle est constituée en fait de microservices ? Alors, la première version de l'application, c'était du monolithique. Et on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on prend notre application monolithique et on la conteneurise, ou est-ce qu'on refait tout sous forme de microservices, qu'on conteneurise aussi, pour le coup, mais de façon plus adaptée en fait. Et vu que, vous voyez sur le processus qui est délivré par Use à nos clients, on voit qu'il y a plusieurs finalement process ou services indépendants les uns des autres. Et donc ça nous a paru logique finalement de refaire notre application sous forme de microservices avec un service de capture, un service d'enregistrement, un service de paiement, des services d'export, etc., etc. Ça nous paraissait assez logique parce que le découpage finalement fonctionnel métier de notre application, on pouvait facilement le transformer sous forme de microservices ou en tout cas le faire matcher sous forme de microservices dans un environnement conteneurisé, orchestré par Kubernetes. Donc en fait, on a pris cette version monolithique, on a changé les technologies et on a découpé en grandes parties fonctionnelles
pour faire cette nouvelle version qui s'appelle Rising, Use Rising, et qui est entièrement développée sous forme de microservices et déployée donc via un orchestrateur et via CAS. Alors du coup, quelles ont été les technologies mises en œuvre? Typiquement, le langage qui est utilisé pour produire les microservices, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait dans AKS que les microservices conçus même par Yoast? Alors, d'un point de vue technologie et langage, on a fait du full JavaScript. Donc, nos services en back-end tournent sur du Node.js. Parce que, alors pour le coup, pour les services de back-end, on voulait des choses qui soient légères, qui soient rapides. Et notre ancienne version tournait en Java. Et c'est vrai que Java, c'est pas vraiment optimisé pour les microservices et pour les conteneurs. Donc, pour le coup, on est passé à des technologies JavaScript. Du côté back-end en Node.js et du côté front-end en Angular, ce qui fait que toute notre stack, elle est JavaScript du sol au plafond, ce qui fait que ça standardise un petit peu les connaissances et puis le langage, enfin les langages de façon générale pour les développeurs, c'est plus simple de connaître uniquement JavaScript entre guillemets du côté browser et du côté back-end. Donc que des services en Node.js. Et ensuite, alors finalement pas énormément de services Azure appelés directement par nos pods ou par notre application. Mais j'expliquerai un petit peu plus tard pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ce choix. Mais voilà, c'est JavaScript de haut en bas. Okay. Du côté de l'organisation, comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez une équipe de dev, une équipe d'ops et au milieu une équipe de DevOps, de SRE, ou est-ce que vous avez et vous fonctionnez pour chacune des microservices en entité complètement DevOps, où on a des micro-équipes qui sont en charge de gérer du build jusqu'au run et donc d'être autonomes 100% sur leur service? Alors on a une équipe de dev qui fait effectivement que du dev, et on a une équipe intermédiaire qu'on appelle le support de prod et qui est faite d'ops et de dev. Et on a aussi une équipe d'ops pure et dure, entre guillemets. Donc on fait du DevOps, mais avec comme une équipe intermédiaire, entre guillemets, qui est constituée des deux populations. Et ça fonctionne plutôt pas mal. On est plutôt content. Alors du coup, cette équipe intermédiaire, est-ce que c'est elle qui est en charge des manifestes YAML? Est-ce que c'est elle qui fait les pipelines de CI/CD? Exactement. Alors c'est plutôt cette partie, non, c'est plutôt le support de prod qui fait, on va dire, tout ce qui est les scripts de déploiement, donc les YAML de déploiement pour Kubernetes, et en partie aussi le support de prod de type infra. Donc, et la partie CI/CD, elle est plutôt gérée par les équipes Ops. Donc c'est pareil, c'est aussi à cheval, donc il y a plusieurs personnes qui touchent un petit peu à tous les sujets. Mais on a tenu à faire en fait effectivement cette équipe qui est entre les deux. Alors c'est pas vraiment une équipe, hein, il n'y a pas de, c'est quelques personnes de chacune des équipes qui travaillent ensemble pour faire du DevOps. Et pour faire que les processus soient bien huilés entre les devs et les ops. Donc en fait, en plus, ce qui se passe, c'est qu'on est parti d'une petite équipe. À la base, on était une dizaine seulement, et on faisait tout. On faisait du dev, on faisait de l'ops, on déployait en production. Et donc, en partant de ça, en fait, on s'est rendu compte que, en grossissant, ça devient compliqué quand même d'avoir une seule équipe qui fait tout et faire tourner les gens dans cette équipe. C'est compliqué, et en plus après on a des contraintes légales qui font que les devs typiquement peuvent plus toucher à la production, donc on essaye de découpler avec des outils, on leur permet quand même d'accéder à la production, mais via des outils pour que ça soit contrôlé, via des jobs, etc. Mais on se rend compte quand même que c'est compliqué de garder tout au sein d'une même équipe et faire vraiment du DevOps et que les devs fassent aussi de l'Ops. Ça, c'est quand même très très compliqué. Au bout d'une certaine taille en fait d'équipe, ça devient compliqué. Donc on a tout de même fait 2 équipes, Ops et Dev, et néanmoins on sait qu'il y a des personnes qui sont entre les deux et qui travaillent ensemble pour faire que les rouages tournent toujours correctement. Donc on a un deuxième cluster pour l'OCR qui va réaliser lui des actions asynchrones d'OCRisation. Donc on a préféré séparer en fait les 2 infrastructures, une infrastructure qui est complètement asynchrone et donc qui a ses propres caractéristiques, avec le cluster
interactif entre guillemets qui répond directement aux requêtes des clients, qui lui aussi a des caractéristiques mais un petit peu plus performantes, un petit peu plus costaudes entre guillemets pour être disponible et puis facilement scalable, etc. On a donc séparé aussi les clusters dans des node pools différents. Donc pour les mêmes raisons en fait, parce qu'on a des besoins en termes de scalabilité ou en termes de disponibilité qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc là, cette séparation node pool est vraiment très pratique. Et en tout, sur une plateforme de production, Europe ou US, on a à peu près 350 pods, donc 350 services qui tournent. Alors, pas 350 services, hein, pour être exact, c'est 350 pods, réplica compris. Donc en fait, on a peut-être entre 80 et 100 services métiers et qui sont répliqués X fois, suivant la charge qu'ils ont ou suivant d'autres métriques qu'on a rajoutées aussi. Donc on a pas mal de HPA qui sont basés sur des métriques alors techniques, mais qu'on va voir en dehors du cluster en fait. Alors Alexandre, tu nous parles de HPA, de Horizontal Pod Autoscaling, qui est la techno native à Kubernetes pour faire de l'autoscaling en termes de nombre de pods. Et tu as parlé de métriques à l'extérieur. Est-ce que ça veut dire que vous utilisez du KEDA par exemple? Exactement. Là, on a un metric server, un adapteur metric server, qui est un adapteur qui nous permet d'accéder à du Prometheus. Puisqu'en fait, toute notre partie monitoring, elle est basée sur Prometheus. Et on a nos métriques techniques et métiers dans Prometheus. Donc, on a un adapteur qui permet de récupérer les métriques Prometheus et de permettre au HPA, typiquement, d'y avoir accès et donc à nos pods de scaler en fonction de ça. Donc, typiquement, c'est des métriques sur le nombre de sessions qui sont utilisées, le nombre de sessions de base de données qui sont utilisées par nos pods. Et on sait qu'à un moment donné, quand on utilise trop de sessions, si un pod utilise trop de sessions, c'est qu'il faut en scaler un autre, ou un ou plusieurs autres, parce que le service en question, il commence à être utilisé de façon... il a un trop gros volume, et donc on sait qu'on va avoir des problèmes si on ne scale pas. Typiquement, si tous les pods bloquent toutes leurs sessions en base de données, on sait qu'on va avoir des soucis, donc on scale un petit peu avant, pour être sûr qu'on peut répondre à la demande. Et donc on a les deux en fait, on a le HPA sur les ressources, mémoire et CPU, principalement sur les pods, et pour chacun de ces pods aussi, on a souvent des métriques, des HPA, des scalers sur des métriques externes de type session de base de données, ou aussi on a des métriques sur le nombre de messages à traiter dans des fils, parce qu'on a des fils de messages asynchrones, et on se base sur ces fils de messages, le nombre, depuis combien de temps les messages sont là, on a tout plein de métriques qui nous permettent de dire ce service-là qui traite ces tâches, il faut qu'il scale de 10 à 20, ou de 20 à 30, etc. Donc vous utilisez de l'autoscaling sur vos clusters Kubernetes, mais du point de vue de votre application, au-delà effectivement du nombre d'utilisateurs qui peut bouger, est-ce qu'il y a une saisonnalité qui fait qu'à certains moments de l'année ou du mois, on peut avoir plus de demandes et donc d'avoir besoin de plus de performance et à l'inverse du coup décroître la taille du cluster si on a moins d'activité? Alors alors effectivement il y a une saisonnalité. Typiquement lors de la clôture comptable en fait des entreprises, c'est à partir de la deuxième semaine de chaque mois et ça dure une semaine et demie, 2 semaines. Et là les comptables vont faire leur clôture, donc vont enregistrer, valider leurs documents. Et là on a une augmentation du volume, du nombre de requêtes, du nombre de documents traités, et on le voit vraiment bien. Donc pour le coup on se prépare chaque mois, grosso modo, pour ce pic. Et on sait que d'une part, les HPA pour les services et l'autoscaling de cluster nous permettent de pas mal répondre à cette demande. Donc à côté de ça aussi, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas tous nos services qui tournent dans le cluster. On a certaines parties de persistance en fait, qu'on n'a pas mis dans le cluster parce que peut-être un peu trop risqué, peut-être qu'on ne maîtrise pas non plus encore suffisamment Kubernetes, mais les parties de données sensibles, donc typiquement les données des factures, les images des factures aussi, sont stockées sur des VM à l'extérieur du cluster. Parce qu'on sait que la VM, on est sûr que ça fonctionne très bien, on a l'expérience dessus, on sait que les backups vont bien fonctionner aussi, qu'on va pouvoir faire des restores dessus. On a tout plein de fonctionnalités sur lesquelles, sur lesquelles on n'a pas l'équivalence en fait dans Kubernetes. Donc on a sorti des parties de persistance qui sont vraiment sensibles, les bases de données notamment et les serveurs de fichiers.
Donc tout ce qui est images, toutes les images des documents de nos clients, on les stocke dans des VM à part. Et la partie metadata, en fait, des documents, des données des fichiers, on les stocke dans des bases de données aussi sur des VM à part. Ce qui fait qu'on a cette sécurité, entre guillemets, sur la partie données. Et il n'y a que le runtime, finalement, plus certaines données, mais moins sensibles, qui tournent sur Kubernetes. Donc sur Kubernetes, on arrive à faire du scaling assez facilement. On sait que typiquement sur des bases de données, dans des clusters Kubernetes, ça aurait été plus compliqué de scaler facilement, notamment notamment sur la data, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce qui répond au grand débat et aux questions que tout le monde se pose dans AKS, à savoir, est-ce que je mets que du stateless, est-ce que je mets du stateless et du stateful, et comment j'organise. Donc vous, votre réponse, c'est AKS pour ce qui est plutôt stateless, et le stateful un peu compliqué à gérer, côté VM, c'est bien ça? Exactement, c'est exactement ça. Après, on a quand même des clusters où certains clusters de test, où on met tout dans Kubernetes. Mais c'est vraiment pour du test. Et en production, on extrait quand même les parties de persistance pour les garder sur des VM. À terme, peut-être que ça changera, mais pour l'instant, c'est que les parties test qui utilisent des PVC, des volumes à l'intérieur de Kubernetes. Alors du coup, vous êtes dans un mode parfait du point de vue Kubernetes, dans du stateless, donc ça veut dire que finalement vous n'avez pas d'affectif avec vos clusters et qu'en cas de problème, vous pouvez redéployer rapidement votre application sur un nouveau cluster sans avoir plus de questions à se poser et pas avoir de restauration de données. Exactement. Alors c'est exactement ce qu'on fait typiquement pour le PRA. Alors c'est pas vraiment un PRA hein, puisque les données sont pas complètement répliquées, mais en tout cas on a construit un cluster sur West Europe, donc Data Center West Europe, et ce cluster-là en fait c'est exactement le même que celui de la production Europe, et on le redéploie en même temps qu'on redéploie la partie Europe. On arrête le cluster. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on arrête le cluster. Ce cluster-là de PRA, on l'arrête, puisque maintenant, on a cette fonctionnalité-là qui est apparue il n'y a pas très longtemps d'arrêt des clusters. On arrête ce cluster. Quand on livre, on le démarre. On livre la bonne version, ou la même version que celui du cluster master, entre guillemets, et après, on l'éteint. Et ce qui se passe, c'est qu'on l'a déjà fait, d'ailleurs, on peut switcher d'un cluster à l'autre, en fait. On a mis en front-end un service Azure qui nous permet de faire le switch entre l'un ou l'autre des clusters. Exactement, Traffic Manager. Voilà. On a mis Traffic Manager devant et on a toujours le même DNS et grosso modo, et on peut dans Traffic Manager juste dire tu changes le back-end et tu mets soit le cluster de production, soit le cluster dans West Europe. Et ce deuxième cluster, il est relié via des VNet peering. En fait, il est relié aux bases de données et aux NAS qui sont eux sur la France. Mais ça, c'était une fonctionnalité qui nous a vraiment pas mal servi. Alors, ça nous sert parce que, typiquement, quand on veut migrer les clusters, nos clusters de production, on va d'abord migrer notre cluster de PRA, tester un petit peu s'il fonctionne correctement, si il n'y a pas des API qui ont été cassées ou si tout est à peu près OK. Et puis, une fois que c'est bon, on switch sur le cluster on switch toutes les requêtes sur le cluster de PRA, on fait notre migration sur notre cluster principal. Ça peut planter, ça peut prendre du temps, c'est pas très grave. Les requêtes des clients, elles passent par le cluster qui a été testé, qui est déjà migré, qui est notre cluster de PRA. Et ensuite, une fois qu'on est OK sur notre cluster principal, on rebascule les requêtes et on repart sur le cluster master et on éteint le cluster de PRA. Donc ça, c'est une fonctionnalité, notamment grâce à l'arrêt la fonctionnalité d'arrêt des clusters, c'est quelque chose qui nous sert pas mal. Lors des migrations notamment de versions de clusters. En termes d'évolution, de rythme de version, Kubernetes évolue assez rapidement, du coup potentiellement le code YAML peut également évoluer. Est-ce que vous avez automatisé des choses concernant effectivement les montées de version? Quel est votre rythme d'évolution sur la partie effectivement suivi du projet Kubernetes et évolution de votre application? Alors pour l'instant, on n'a pas automatisé tout ça. Ce qui se passe, c'est que quand on change de version, on change. Pour l'instant, on a fait des sauts de 2 versions à chaque fois. Donc on est passé récemment de la 17 à la 19, et puis voilà, on change de version. Quand il y a 2 versions de plus, on voit qu'il faut migrer, donc on passe nos clusters dans la version qui va bien. Et on commence par nos clusters de test
en partant par le moins sensible, qui est l'intégration, puis ensuite on fait le staging, puis les 2 pré-productions, et puis quand on arrive en production, c'est un peu ce dont on a parlé, on bascule le PRA d'abord, on teste que tout fonctionne bien, et ensuite seulement la partie la production master. Mais on est en cours là d'études de la partie update automatique là sur les canaux d'update de l'AKS, et on aimerait bien que en fait les updates de nos clusters se fassent rapidement quand on est dans la phase de test, et puis de plus en plus lentement entre guillemets, et maîtrisé jusqu'à la production. Et la production, je pense que pour l'instant on restera toujours dans un mode de migration ou de passage d'une version à une autre manuelle. Mais jusqu'aux pré-productions, on espère pouvoir faire ça de façon automatique en abonnant en fait nos clusters sur les canaux d'update de version. Alors du coup, sur ces montées de version de vos applicatifs, est-ce que vous avez eu régulièrement ou souvent des problèmes liés aux montées de version de Kubernetes, et donc vous avez dû en fait changer vos manifestes YAML pour s'adapter effectivement à la dépréciation de certaines fonctionnalités par exemple, ou au changement d'API? Alors, sur nos fichiers déploiement, pas vraiment en fait. C'est rare qu'on ait ce genre de souci. En revanche, sur les outils qu'on utilise, oui, ça c'est arrivé. Les Nginx, on utilise aussi Cert Manager pour générer des certificats automatiquement avec Let's Encrypt. C'est pareil. Et on a eu des soucis sur les versions d'API, sur le format aussi des YAML. Mais c'est surtout sur les outils externes en fait qu'on utilise. Parce qu'il y a une chose aussi, on en parlera un petit peu, c'est qu'on a un credo qui est de dire on n'utilise que du YAML standard. On fait que du vanilla Kubernetes. On essaie de pas trop utiliser Helm ou des opérateurs. Alors, c'est peut-être pas forcément un bon choix, mais pour le coup, on en a essayé déjà, et il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas quand on utilise soit des opérateurs, soit Helm, et qui fait que le premier déploiement fonctionne très bien, le Hello World c'est parfait, c'est impeccable, ça va même très très vite pour le coup. Après, les ennuis commencent, et quand on a vraiment des problèmes avec ça, ça devient vraiment infernal. Enfin, notamment les custom definition resources, ce qui est installé par les opérateurs notamment. Il y a un moment donné, il faut maîtriser il faut comprendre comment ça marche. Ça peut pas être tout automatique ou tout magique. Et donc, de notre côté, on se dit, on préfère essayer de maîtriser du YAML. C'est pas facile, et c'est pas forcément un langage de description qui est très simple, mais pour le coup on préfère maîtriser la base de Kubernetes, la façon dont on déploie de façon standard, plutôt que d'avoir à maîtriser tel ou tel opérateur avec tel CRD et tel CRD, ou du Helm de façon générale, puisque c'est du YAML qui génère lui-même du YAML, donc c'est vraiment compliqué. Donc on fait du vanilla, du déploiement standard YAML toujours. Et même quand on utilise des outils, tiers, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les YAML qui existent forcément toujours, et on les récupère dans notre code, on les commit, et on utilise cela en fait, en déploiement standard. Et en plus de ça, on utilise du customize, puisque maintenant ça fait partie aussi de Kubernetes, ou en tout cas de l'ACLI kubectl, pardon. Et donc on utilise customize, et c'est tout. Donc, Customize, ça nous permet de déployer sur certains environnements, certaines versions d'infrastructure et pas sur d'autres, et on s'en tient là. Et ça marche plutôt bien, on est plutôt content, puisqu'on maîtrise mieux finalement ce qu'on déploie, plutôt que si on passait par du Helm ou de l'opérateur. Alors à ce propos-là, petit retour d'expérience complémentaire concernant tout ce qu'on déploie dans un cluster. Toujours faire attention à maîtriser les versions déployées pour avoir quelque chose de réplicable, et ça vaut pour Helm. J'en parle par expérience d'avoir traité un cas il y a très peu de temps, où oui, on se préoccupe de savoir quelles sont les versions d'images déployées, ne jamais déployer avec un tag latest, mais toujours bien préciser le tag précis que l'on veut déployer, histoire de pouvoir s'assurer de redéployer exactement la même chose. Mais pour Helm, c'est pareil, parce que vous pouvez avoir des changements qui s'opèrent sur le chart lui-même, et du coup avoir des effets de bord dans votre cluster, donc s'en méfier particulièrement. Et je pense que tu as raison, il y a quelque chose de vraiment graduel, c'est-à-dire, premier point, c'est du YAML relativement standard qui est maintenu par le cœur de Kubernetes, et donc utilisé par tous, hyper solide, etc.
Ensuite, les charts M, bon, c'est du templating, donc à la fin, on retombe sur du YAML standard, mais il faut comprendre ce qui est fait dans le templating, et comme c'est censé gérer pas mal de cas, puisque ultra paramétrable, eh ben, on n'est pas à l'abri de surprises en fonction des cas. Et puis, quand on passe avec des opérateurs, là, ça veut dire qu'on a installé sur le cluster du binaire qui va comprendre un template spécifique créé donc c'est toujours du YAML, mais avec des verbes et des particularités liées à l'opérateur. Et là, du coup, si on ne maîtrise pas ce que fait l'opérateur, eh bien, on navigue à vue avec un environnement qui est probablement moins solide que le cœur du cluster. Donc, je peux que confirmer cela. Alors, c'est vrai qu'il y a un élan très, très fort qui pousse vers les opérateurs. C'est tellement pratique. Et ça permet, c'est vrai, d'avancer énormément dans cette gestion compliquée de tout ce qu'on déploie dans le cluster. Toutefois, voilà, faut le prendre avec des pincettes, il faut faire attention de toujours maîtriser et toujours bien taguer tout ce que l'on déploie, quel que soit ce que l'on déploie, sous quelque forme que ce soit, toujours s'assurer de la reproductibilité de ce que l'on fait. Sinon, on ne maîtrise rien. Du côté de vos déploiements, de vos clusters, est-ce que vous utilisez de l'infra as code, une techno particulière? Alors on a de l'infra as code, mais étrangement, on n'utilise ni Terraform, ni d'autres outils comme Salt ou Puppet ou Chief, pour le déploiement des clusters en tout cas. Parce que finalement, on s'est rendu compte que, alors d'une part, Azure, on se dit qu'on va rester, chez Azure et on va utiliser AKS pendant un certain temps quand même. Et les API, finalement, elles suffisent, grosso modo, et la CLI AKS suffit à faire pas mal de choses. Et donc, en une seule ligne, grosso modo, on peut déployer un cluster et déployer tout ce qui va autour, le VNet, le resource group, peut-être en 5 lignes d'appel shell, entre guillemets, bash. Et donc, pour l'instant, on n'a pas eu la nécessité de faire mieux ou plus que ça. Peut-être parce qu'on n'utilise que Azure comme cloud provider. Hein. Si on utilisait 2 autres cloud providers, je pourrais faire autrement. Hein. Mais pour l'instant, l'API qui est fournie par AKS, les API Azure de façon générale, nous suffisent largement et en quelques lignes, on a tout ce qui va bien. Donc, pas besoin pour nous de rajouter actuellement un outil de déploiement automatique ou de gestion de déploiement de façon générale. Sur cette partie cluster, attention, sur cette partie de cluster. Et en termes d'outils de pipeline ou d'automatisation de CI/CD, est-ce que vous utilisez des solutions, on va dire, sous la forme de services, ou est-ce que vous avez implémenté vos propres solutions sous la forme de machines virtuelles ou alors sous la forme de choses qui font tourner dans du Kubernetes, par exemple? Alors, on utilise nos outils, des outils open source, donc GitLab pour la partie, pour le gestionnaire de configuration, et pour aussi, alors GitLab, on l'utilise aussi pour les tests unitaires, les linters, toute une partie qui est plutôt proche des devs. Et puis ensuite, on a Jenkins qui nous fait la partie CI/CD. Et donc là, on utilise massivement Jenkins, alors notamment sur Kubernetes. Parce que en fait, à chaque build qui est réalisé sur les releases ou les hotfix, chaque commit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va builder une ou plusieurs images qui sont relatives au service sur lequel on a fait le commit. Ce build, il peut prendre un certain temps, et ensuite, on va le pousser dans une registrie que l'on a sur Azure, une registrie conteneur. Et donc, quand typiquement, juste quelques jours avant les déploiements ou quelques jours avant les fins de release, les développeurs, ils ont tendance à beaucoup committer. Et on a eu des soucis il y a quelques mois où on avait un seul Jenkins qui était monolithique, qui faisait tout, qui tournait sur une VM sur Azure. Et lui, il n'arrivait pas à gérer la charge. Donc, on en a mis plusieurs. Mais le souci, c'est que voilà, il faut les instancier, il faut les paramétrer. Il faut faire qu'ils communiquent entre eux, c'est un peu compliqué. Donc depuis quelques semaines, là, on a mis en place, un collègue, Rémi, a mis en place une décentralisation entre guillemets des builds,
qui sont faits par Jenkins sur un cluster Kubernetes. Donc là, on instancie à la volée une image qui contient l'ensemble des outils qui sont nécessaires à notre build. Donc ça tourne autour de JavaScript, qui instancie aussi BuildX, donc BuildKit, donc la partie build de Docker. Et dans cette image-là, on va builder notre service et le pusher dans l'enregistré Docker. Et donc là, même pour le coup, donc le cluster il est auto-scalé, il y a des HPA aussi sur ces services de build de Jenkins. Et donc là, on est en cours de test actuellement, et on essaie de voir si là, on a une dizaine ou une vingtaine de commits d'affilée. Est-ce qu'on arrive à tenir la charge des builds et des pushes des images dans l'enregistré. Parce que ça, c'était un frein, c'était quand même un frein assez important. Ça mettait du temps. Parce qu'on a 80 et 100 services, donc même en utilisant du cache, des fois, et ça met quand même pas mal de temps à tout builder et à tout pusher. Donc on a revu un petit peu notre copie, et on a passé aussi cette partie CI/CD sur Kubernetes. Et là, on travaille sur la partie GitLab aussi, pour faire toute la partie test unitaire et linter, l'envoyer aussi sur du Kubernetes pour que ça soit buildé et que ça se scale automatiquement en fonction des besoins. Du coup, on voit quand même que Yuz cherche à maîtriser complètement AKS de bout en bout. AKS, pour nous, c'est aussi essentiellement, enfin pour nous, dans l'image Kubernetes, c'est Linux. Est-ce que toi, de ton côté, tu as évoqué du Node pour les services, ce genre de choses? Est-ce que c'est du 100% Linux? Est-ce qu'il y a des nœuds Windows? Est-ce qu'il y a des nœuds particuliers? Je pense notamment, tu as parlé de l'IA. Est-ce qu'il y a des nœuds qui utilisent des VM à base de GPU, de cartes graphiques pour faciliter l'exécution ou l'entraînement de ces modèles? Alors oui, du côté de toute la partie OCR, déjà, est basée sur une ancienne application graphique qui tournait sur Windows, qui était assez ancienne, et qu'on a donc conteneurisé. Et alors c'est pareil, c'est un collègue à moi qui avait ça, et qui tourne à présent sur un cluster Windows spécifique. Et on n'a pas voulu retoucher cette application parce qu'elle était historique et qu'il y avait beaucoup de code. Donc on a plutôt, celle-ci pour le coup, on a pris cette application monolithique et on l'a fait passer sous forme de conteneur. Donc ça a été relativement compliqué, surtout que ça fait 2 ans déjà. Et donc c'était vraiment les tout débuts des conteneurs Windows et des fonctionnalités qui étaient fournies par AKS, qui était le seul d'ailleurs à fournir des conteneurs Windows à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas encore exactement, mais bon, pour le coup c'était vraiment le seul. Donc on a un petit peu essuyé les plâtres, mais on fait tourner actuellement, et plutôt bien, cette ancienne application monolithique, qui était une application graphique aussi, et là on l'a fait tourner maintenant sur un Windows Server Core qui n'a pas de composants graphiques. Donc ça n'a pas été facile de tout mettre à l'intérieur, ça fait un petit peu au chausse-pied, mais là actuellement ça fonctionne très bien, c'est complètement asynchrone, en plus c'est asservi par les HPA et par l'autoscaling, et ce qui fait que on a quelque chose comme, en plus on a vraiment, ça a été assez bien fait parce que on arrive en fait à empiler entre guillemets les pods sur des nœuds dont on connaît exactement les ressources. Donc typiquement on prend des VM de 16 CPU et on met 4 pods qui ont 4 corps, qui ont une limite de 4 corps chacun, enfin 4 CPU chacun, et on sait qu'on peut en empiler 4 typiquement sur chacun des nœuds. Et grâce au HPA et puis aux métriques qu'on a aussi, on arrive à scaler et à créer des VM assez facilement et à répondre à la charge vraiment de façon smooth. Donc on arrive à tenir la charge là-dessus. Alors ce qui concerne par contre la partie IA, les entraînements notamment, on a fait des entraînements sur des machines des séries N sur Azure, mais alors malgré, c'était il y a déjà quelques années, quelques mois, quelques années même. Alors peut-être pas quelques années, mais il y a peut-être 6-7 mois, 10 mois. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que même si, on faisait nos entraînements, on arrêtait les machines, on essayait vraiment de tout faire pour pas trop consommer. Mais en fait, on s'est rendu compte que si on achetait nous-mêmes les machines, avec le nombre d'entraînements qu'on devait faire et toute cette partie de process d'IA, c'était plus rentable pour nous d'avoir nos machines en propre avec nos cartes graphiques très puissantes et les faire tourner de notre côté. Donc là, c'est vraiment des choses qu'on a chez nous et qu'on a ni sur Azure ni sur AKS d'ailleurs. D'accord.
Généralement, quand on parle de machine learning, d'entraînement de modèles, souvent, effectivement, on fait appel à une certaine volumétrie de données pour pouvoir faire l'entraînement, ce qui permettra du coup d'avoir une bonne inférence par la suite avec un bon modèle. Donc, je suppose peut-être qu'également dans le choix, effectivement, de faire les entraînements sur vos matériels, c'est aussi lié au fait que vous ayez une certaine masse de données, que vous n'avez pas forcément envie de l'envoyer dans Azure pour la partie entraînement, pour ensuite pouvoir entraîner les modèles. C'est peut-être plus simple, effectivement, d'opérer avec vos données qui sont effectivement à demeure. Oui, exactement. Alors c'était un des premiers points, hein, sur lequel ça nous posait souci, ça nous posait problème effectivement. On se disait, c'est vrai que la puissance de calcul, c'est du côté du data center, c'est en remote, ok, mais les data, elles sont de notre côté plutôt. C'est-à-dire que nous, on a des jeux de données depuis des années, et on en a des terras, enfin, on en a vraiment beaucoup. Donc, est-ce que ça vaut le coup de tout déplacer de l'autre côté de la barrière, faire le traitement et tout récupérer? Ou est-ce qu'il est plus facile de dire on prend du traitement, on le met chez nous et on a nos data et ça va mieux. Donc ça fait pas que ça joue. Alors du coup, on vient de voir que sur la partie GPU, effectivement, vous utilisez vos matériels. Dans le cluster Kubernetes, il y a plusieurs node pools. Est-ce que vous utilisez plusieurs gabarits différents de machines virtuelles? Est-ce qu'il y a des machines spécifiques, des familles qui vous intéressent plus que d'autres par rapport aux traitements qui sont liés à tel ou tel microservice? Est-ce que vous utilisez plutôt de la généraliste? Est-ce que vous avez des choses un peu plus spécialisées comme des séries F pour lesquelles il y a des très bons CPU ou des séries L pour la partie stockage? Alors sur la partie OCR, on a choisi les séries F pour le CPU. Là c'est clair, on a fait des comparaisons, on a fait des benchmarks et il n'y avait pas photo là-dessus, on est parti sur les séries F. Sur la partie use de traitement applicative, interactive avec l'utilisateur, là on a des séries D, standard, voilà, généraliste. Donc il y a quelques ça c'est quelques drawbacks un petit peu dans les node pools. Une fois qu'on a créé les types de machines, c'est vrai qu'on peut plus dire finalement on change parce que ça va pas. Et on a certains, alors sur nos services métiers, on n'a pas trop de disparité. C'est-à-dire que vu que ça tourne à peu près tout sous Node, on a peut-être un service en Java, mais c'est tout. On sait que les machines, elles vont pouvoir prendre une dizaine, une vingtaine de pods sans aucun souci. Et on connaît à peu près les ressources, parce que les services Node prennent à peu près tous les mêmes ressources en termes de CPU et de RAM. Il n'y a pas trop de disparité. En revanche, on a des node pools aussi qui sont dédiés à la partie monitoring, à notre monitoring en fait. Et là, on utilise Elasticsearch, donc la stack ELK, on utilise Prometheus, et typiquement Elastic, il a besoin de beaucoup de RAM. Et quand je dis beaucoup, c'est énormément. Donc après, on peut faire du clustering, etc. Mais quand on a un seul shard, il nous faut beaucoup de RAM. Et donc, on s'est retrouvé souvent bloqué du fait qu'on ait créé des node pools avec une certaine taille et que sur une seule VM, Elastic, il ne tenait pas, entre guillemets. Donc là, on était bien embêté parce qu'on avait beau rajouter des VM dans le node pool, on avait beau essayer de dire, il n'y a pas moyen une fois que... Surtout aussi le fait que on instancie une famille de VM, et puis on se rend compte après que AKS, alors Kubernetes d'un côté, et puis AKS aussi, se réserve de la mémoire et du CPU. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte aussi quand on est... Voilà, le kubelet, exactement, et lui, il prend tant de ressources. Alors, c'est un pourcentage sur de CPU et de RAM, un truc comme ça. Enfin, ça marche au début c'est une valeur fixe, et puis après, c'est des pourcentages, comme ça. Mais grosso modo, il faut le prendre en compte aussi, parce que quand on essaye de planifier en se disant, ce service-là, il va prendre tant de ressources, puis celui-ci tant, et qu'on essaie de faire une espèce de Tetris, entre guillemets, en cumulant les petits carrés pour que ça tienne bien dans un seul node. Des fois, on se retrouve avec des problèmes parce qu'on n'a pas prévu qu'il y avait, je sais pas, 15 ou 20% de la puissance de calcul qui est réservée pour Kubernetes. Ce qu'on comprend après coup, on comprend. On n'a pas envie que non plus Kubernetes il soit tué par l'OS parce que il y a un pod qui a pris trop de ressources. Ça, on comprend bien, mais voilà, il faut le prendre en compte et calculer avant de créer ces node pools. Alors du côté OCR, vu que c'est un cluster Windows, on a utilisé le CNI Azure. On était obligé parce que c'est pas supporté, le Kubernetes, il n'est pas supporté par les conteneurs Windows. Du côté Windows, c'est pas supporté. Et du côté applicatif, on a utilisé Kubernetes. Alors pourquoi on a commencé par Kubernetes du côté d'application interactive, et puis quand le CNI Azure est sorti, on s'est dit on va essayer, on va voir ce qui se passe, ça a l'air pas mal, etc. Et puis on a eu des problèmes de connexion interpod.
dont on ne savait pas d'où ils venaient, et on a eu vraiment des grosses problématiques. On avait des tests de montée en charge qui nous montraient qu'a priori, il y avait des problèmes de connexion entre les pods. Alors, c'est au tout début du CNI Azure. Donc, sûrement que ça a évolué depuis. Mais on a quand même rebasculé sur Kubenet, et là, on n'a plus, de nouveau, plus du tout ces problèmes. Donc, on est resté dessus sans, pour le coup, plus tard, tout remigrer ou tout rebasculer sur le CNI Azure. Peut-être qu'on le fera un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, en plus, pour le coup, on a peut-être bien fait parce que en ayant 80 services ou entre 80 et 100 services métiers, quand d'un coup on se met à avoir des réplicas parce que la charge elle monte et qu'on est obligé de scaler des nœuds, pas mal de nœuds en parallèle, on s'est rendu compte, alors ça c'est du côté Windows, que les IP, enfin le VNet qu'on taille entre guillemets pour la partie Azure CNI, il ne faut pas se gourer sur le range d'IP, parce que ça nous est arrivé du côté Azure, du côté Windows pardon, ça nous est arrivé de plus avoir d'IP dispo pour scaler. Et là c'est vraiment embêtant quoi. Pour le coup on peut pas faire grand chose. À part, c'est un des effets de bord et un des critères de sélection d'une techno ou l'autre. Il y a un critère qui est hyper important, c'est aussi la réversibilité et la capacité d'adresser éventuellement plusieurs plateformes différentes avec Kubernetes, de dire tiens c'est dispo partout. Oui. Et il me semble que vous aviez cette idée en tête d'avoir une forme d'abstraction par rapport au cloud provider. Oui, alors exactement. Et ouais, ça c'est un des points importants aussi de notre côté. C'est vu qu'on a commencé il y a 10 ans avec un cloud provider qui n'était pas Azure, et on a migré vers Azure, et la migration elle a été compliquée. On a quand même pas mal souffert, et pourtant à l'époque on avait beaucoup moins de clients, on avait beaucoup moins de données que maintenant. Donc c'est vrai que quand on est arrivé chez Azure, on s'est dit bon, Azure propose beaucoup de services. On va rester, nous, au niveau IAS, d'accord. On va utiliser l'AVM, parce que l'AVM, on la retrouve de partout, et on va éviter au maximum d'utiliser des API spécifiques qui nous coupleront fortement à Azure. Donc ça, c'était un choix parce qu'on a eu cette mauvaise expérience, entre guillemets, enfin, c'est pas une mauvaise expérience, c'est une expérience, mais bon, elle était un peu douloureuse, quoi, de migration d'un cloud provider à un autre. Donc au début, c'était un petit peu notre credo. Et puis finalement, avec Kubernetes, ce qui est pas mal, c'est que pour le coup, on utilise Kubernetes, donc c'est quelque chose qui est standard. On va pouvoir le réutiliser, le redéployer éventuellement sur un autre cloud provider sans trop de problèmes. Et en utilisant par exemple le CNI Azure, même le CNI Azure, ça ne nous dérange pas forcément trop parce que la déclaration typiquement des PVC ou des PV dans Kubernetes restera la même. Donc à part peut-être la création du cluster qui sera un peu différente si on va chez un autre cloud provider, donc lors de la création on lui dira on veut utiliser tel type de CNI, on espère que l'ensemble du reste de la déclaration de nos services et de nos PVC, de nos objets Kubernetes de façon générale se fera de la même façon. Donc ça c'est Kubernetes, pour ça je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a cette interface standard du côté des devs et des ops en fait, et qui, de l'autre côté de la barrière, pour les cloud providers, finalement, il y a l'implémentation qu'ils en font. Et ça, c'est vraiment plutôt bien, quoi. Et je trouve que, pour le coup, les cloud providers gèrent pas mal le jeu, quoi. Parce que, enfin, ils jouent pas mal le jeu, pardon. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect, il y a du CNI, et puis il y a d'autres spécifications, entre guillemets, Kubernetes, qui sont implémentées par les cloud providers, qui permettraient, théoriquement, de pouvoir passer d'un cloud provider à l'autre. Je pense à une autre chose, là, typiquement, c'est à la base, on avait un ingress controller qui était du Nginx. Et Nginx, en fait, on s'est rendu compte rapidement qu'avec la montée en charge, on avait des problèmes de SSL offload. Donc, il faisait le TLS, pour le coup, c'est lui qui déchiffrait le TLS. Et on avait des problèmes de montée en charge. Il prenait beaucoup de CPU, donc on était obligé de scaler beaucoup de pods en front de l'ingress, enfin de l'ingress lui-même, il était obligé de scaler beaucoup. Et on est passé finalement à l'application gateway d'Azure. Donc c'est là on s'est dit on va utiliser les services d'Azure, l'application gateway notamment, et on routera à partir de l'application gateway vers notre cluster Kubernetes. Et puis récemment, enfin c'est peut-être pas si récent que ça, mais j'ai vu qu'il y a maintenant une espèce de plugin qui permet d'utiliser l'application gateway d'Azure via une déclaration d'ingress à l'intérieur du cluster. Et donc ça, pour nous, c'est super, parce qu'on va basculer là-dessus dans pas longtemps, et on aura défini de façon standard dans Kubernetes ou dans nos scripts de déploiement la façon dont on veut voir tourner l'ingress, et derrière l'implémentation, ça sera de l'application gateway
Et ça ne sera pas des pods qui tournent chez nous, mais c'est pas très grave. Ce qu'on veut, nous seulement, c'est que ça fonctionne, etc. Et ça, toute cette partie de configuration, on pourra la récupérer, éventuellement, la mettre en place chez un autre cloud provider, qui aura lui-même une implémentation d'une app gateway autre, et sans qu'on ait rien à changer. Théoriquement, je présume que ça ne se passera pas comme ça dans la vraie vie, mais théoriquement, c'est un peu l'idée. Et donc, on aimerait bien utiliser les services Azure, on aimerait bien les utiliser comme ça, via des interfaces de Kubernetes qui sont après des spécifications Kubernetes qui sont implémentées par Azure. Ça serait idéal pour nous. Et le Lingress, c'est vraiment un bon exemple. Masqué derrière une API standardisée par la plateforme qui est utilisée. Exactement. Alors ces temps-ci, quand on parle de réseau, il y a un terme à la mode qui revient assez souvent dans le monde de Kubernetes qui sont les services mesh. Donc c'est effectivement des solutions qui proposent des fonctionnalités comme le traffic splitting, permettant notamment, entre autres, de faire des tests en déploiement vert bleu entre deux versions ou d'utiliser un sous-ensemble du trafic pour envoyer les flux vers des applications mode canary. Est-ce que vous avez commencé à évaluer ce type de solution et est-ce que vous utilisez aujourd'hui du service mesh dans votre environnement? Alors non. On ne l'utilise pas en production. Alors néanmoins, on a fait plein de tests. On a fait plein de tests avec Istio. Et c'est vrai qu'il y a un aspect magique derrière le service mesh, il ne faut pas se leurrer. Le problème, c'est qu'on n'a pas franchi le cap parce que, alors honnêtement, déjà maîtriser Kubernetes, comprendre comment ça fonctionne, savoir exactement ce qui se passe derrière un petit peu la magie, c'est déjà bien complexe. Enfin, notamment le réseau. Le réseau, c'est quelque chose dans Kubernetes qui est vraiment compliqué, parce qu'il y a plusieurs façons de faire, parce qu'il y a les communications, soit entre pods d'un même nœud, par exemple, ou entre pods de différents nœuds, ou entre pods et l'extérieur, elles se font pas de la même façon, donc ça ne passe pas vraiment du tout par les mêmes outils, par les mêmes process, etc. Et cette partie réseau, elle est déjà complexe. Et elle est déjà source de pas mal de soucis. Enfin, notamment, on n'a pas eu trop de problèmes sur Kubernetes, ni sur AKS de façon générale. Mais les problèmes qu'on a eus, pour l'instant, ce sont des problèmes réseau. On n'a eu que des problèmes réseau. Donc typiquement, je sais pas, on a eu le DNS, par exemple, typiquement, ça a été un vrai souci pour nous. Le DNS, il est géré par Kubernetes, mais franchement, il est bien géré, mais enfin, des fois, c'est relativement lent, même si CoreDNS, il scale, etc. Des fois, c'est lent. Et on utilise Node, et Node, c'est une technologie qui ne fait pas de mise en cache en fait du DNS. Donc ça fait pas partie du framework Node.js. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il appelle un service, il va demander sa résolution. Exactement, il fait ça. Il fait une résolution DNS. Et on appelle un paquet de services, quoi. Et donc on s'est retrouvé bloqué typiquement à cause du DNS. Et donc on a été obligé d'installer des caches de DNS locaux en fait à chacun des nœuds. Dans des pods qui tournent, etc. Donc, on a eu pas mal de problèmes de réseau, et on s'est dit, si on rajoute Istio au-dessus, en fait, entre guillemets, parce que Istio, c'est principalement du réseau, hein. Il fait du routage réseau, il fait de la sécurité, il fait du logging, etc. Il est à peu près évident qu'on aura encore nos soucis dans Kubernetes, mais en plus, on aura des soucis dans Istio. Parce que je ne vois pas trop, je veux bien que ça fonctionne très très bien, mais on aura forcément des problèmes. Et donc, quand il faudra débugger tout ça, voilà, ça sera vraiment compliqué. Donc, on n'a pas risqué le truc. On reste, pour l'instant, on n'a pas de service mesh, pas service mesh en production. Voilà, c'est la balance entre le gain et les inconvénients. Exactement. Enfin, c'est le risque. On s'est dit, c'est trop risqué. On n'a même pas essayé, genre sur un mois ou en disant on désactivera après. On n'a pas osé, pour être exact. Donc vous n'utilisez pas de service mesh, mais du coup pour vos microservices, si vous faites tourner, est-ce que vous faites tourner plusieurs versions de l'application en utilisant des stratégies telles que le Canary par exemple, pour tester en fait des nouvelles versions de votre application sur un sous-ensemble, on va dire, de clients ou d'utilisateurs? Alors vu qu'on n'a pas mis en place de service mesh, ce qu'on a fait, c'est que au sein d'un même cluster, on fait tourner plusieurs versions de notre application sur des node pools différents. Donc on a un node pool pour une version, un autre node pool pour une autre version. Et on a tous nos services qui sont déployés sur un premier node pool, tous les deuxièmes versions du service qui sont déployées sur un autre node pool. Chacune de ces versions d'applications qui tournent, elles vont avoir leur propre persistance, donc leur propre VM et leur propre NAS. Comme ça, c'est un peu comme si on avait deux plateformes vraiment indépendantes l'une de l'autre,
hormis le frontal en fait, qui va justement switcher les requêtes de l'un à l'autre, ça nous permet d'avoir vraiment comme si on avait deux plateformes indépendantes pour qu'on puisse les mettre à jour l'une après l'autre. Et ça, on le gère seulement via Nginx, parce qu'Nginx il a plein de fonctionnalités lui aussi, de split réseau, de routage, etc. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se base nous sur un petit header que l'on envoie à l'application du côté browser quand l'utilisateur récupère l'application, et sur ce header, on arrive à switcher entre guillemets sur une plateforme complète ou sur une autre plateforme complète. Et comme ça, on sait qu'on peut livrer une version avec des utilisateurs et des clients qui sont peut-être un peu moins sensibles, ou qui nous ont dit, nous, on veut avoir les fonctionnalités en avance de phase. Donc, on les met sur cette plateforme, qui est au sein du même cluster. On n'a pas changé de cluster, pour le coup, on est vraiment au sein du même cluster. Et ça nous permet de les livrer en avance de phase et de faire qu'ils puissent tester pendant quelques jours, quelques semaines, les fonctionnalités avant que le reste des clients soit livré. Mais on ne gère pas de façon granulaire, comme ça, trop spécifique, soit les clients, soit les versions des services. Non. Mais par contre, avec ces capacités de routage typiquement de Nginx, ce qu'on aimerait bien faire, c'est pouvoir créer de la même façon une troisième plateforme ou une énième plateforme au sein du même cluster et mirrorer les requêtes qui arrivent. Parce que Nginx, il peut faire du mirroring. On lui dit tout ce qui arrive, tu l'envoies soit ici, soit là en fonction de ce flag qui est un header de la requête. Mais en même temps, tu mirrors tout ou tout ce qui est de tel type sur un cluster, pas sur un cluster, mais sur une application, sur un ensemble de services qui tourne sur un node pool spécifique. Et ce node pool spécifique, en fait, cette application, ça nous permettrait de tester en production, entre guillemets, les prochaines versions qu'on va livrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment bien faire. Puisque c'est facilement, un node pool, on peut facilement détruire notre application, nous, relativement simplement, on peut la recréer relativement simplement, et pareil, on peut recréer un node pool et le supprimer relativement rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant. Donc là, on a parlé pas mal production. On a vu qu'il y a des choix stratégiques qui ont été faits par Use, que ce soit sur Vanilla, Kubernetes ou sur d'autres choix comme PadMesh, et puis sur le plugin réseau. Sur la partie dev, moi j'ai un background de dev et c'est vrai que je suis toujours fortement intéressé par savoir comment travaillent les équipes de dev. On en a parlé un peu. Quand on fait du Kubernetes et donc de l'AKS, on a plusieurs choix sur les postes de dev. Quels sont les choix qui ont été faits dans tes équipes de dev sur l'environnement local, sur du cluster partagé, sur certains services qui auraient pu passer pour faciliter la vie des devs? Alors, on a actuellement, les développeurs, ils ont du Docker et du Docker Compose sur leur poste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du Kubernetes, à part sur la plateforme d'intégration qui leur permet, une fois qu'ils ont commité et pushé dans la branche développe, la mainstream en fait de notre repo Git, de tester sur une plateforme d'intégration, mais qui est mutualisée. Donc actuellement, ils sont toujours sur du Docker et du Docker Compose en local. Donc on a alors, on a essayé K3s. On a essayé d'installer K3s sur les postes. Donc, ça fonctionne. Voilà, exactement, Rancher K3s. Donc, c'est vraiment une toute petite distribution de Kubernetes qui fonctionne vraiment très bien. Alors, le problème, c'est que d'une part, les développeurs locaux, ils aiment bien pouvoir recharger rapidement, donc soit leur serveur Node, soit ce sur quoi ils sont en train de travailler de façon générale, quel que soit le langage. Et le problème, c'est que avec Kubernetes, déjà les conteneurs, donc avec Docker Compose, lancer tous les services, tester que tous les services fonctionnent bien, etc. en local, c'était déjà assez contraignant, parce qu'on a quelque chose comme 80 services, donc on a tout plein d'astuces pour ne faire tourner que certains services, dans certains cas, etc. Mais rien que ça, déjà, ça nécessite d'avoir une machine qui est une bête de course. C'est-à-dire qu'ils ont les développeurs, ils ont des machines qui sont vraiment monstrueuses, avec un tas de RAM, c'est vraiment incroyable. Si on rajoute, quand on a rajouté K3s par-dessus, ça a été encore plus compliqué. Ça a été encore plus compliqué parce qu'il faut avoir une registrie aussi locale dans laquelle on va pusher les images qu'on fait. K3s, il va falloir qu'il récupère tout ça. Les temps de chargement vont s'allonger et on aura beaucoup de mal. On peut le faire, il y a des outils qui le font, faire du debugging live entre guillemets à travers un cluster KVT, c'est possible, mais franchement c'est vraiment c'est plutôt compliqué. Donc là on essaie de voir si on n'a pas des solutions dans le cloud avec téléprésence ou des choses comme ça, mais là pour le coup ça nécessiterait d'avoir
de pouvoir instancier complètement un cluster pour chacun des développeurs quand il en a besoin, donc à la demande sur Azure, donc des mini-clusters entre guillemets. Ensuite, relier le poste de dev à ce cluster par des outils comme, je crois que c'est Téléprésence, quelque chose comme ça, donc qui fait router l'ensemble des requêtes du cluster Azure vers leur poste local s'ils veulent faire du debug. Mais tout ça, c'est en projet. Et quid de Azure DevSpace, par exemple? Est-ce que ça a été évalué? Non, alors non, on n'a pas évalué, effectivement. On n'a pas évalué. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on se parle très bientôt. Peut-être. Il y a une opportunité là, justement. On a une solution qui serait faite pour les devs, en l'occurrence, et qui permettrait d'avoir finalement une emprise sur un cluster, voire de déployer une version d'un conteneur, par exemple, et de se dire, voilà, je déploie ma version un peu isolée du conteneur, mais je me connecte au reste du cluster. Donc c'est vraiment une expérience de dev pour les développeurs Kubernetes qui est en tout cas expérimenté. C'est vraiment c'est sympa. Et à refaire, j'abandonne totalement l'idée que c'est hyper compliqué de répliquer un environnement Kubernetes en local et d'avoir un flow, je dirais, agréable pour le dev, c'est-à-dire très très fluide, rapide, et où on se sent omnipotent, c'est-à-dire capable de dire tiens, je déploie une version d'un truc, je me connecte, je débug, etc. C'est presque antinomique avec l'idée de Kubernetes d'isoler au maximum les process les uns des autres et d'avoir des éléments très indépendants. Donc, Azure DevSpace à évaluer. Voilà, et puis, il y a aussi la solution Bridge, qui est un peu, on va dire, le successeur de DevSpace, qui est une solution pareille qui évolue pas mal. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de pistes à regarder. Après, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut évaluer ce que ça apporte par rapport à d'éventuelles contraintes ou inconvénients qui sont amenés. C'est ça. Alors du coup, on va revenir à la partie Windows. Vous avez donc des containers des containers Windows dans du Kubernetes. C'est assez spécifique, ça ne représente pas effectivement la majorité du marché qui tourne sous Linux. Et finalement, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles ont été les limitations et les problèmes que vous avez pu avoir à faire finalement du container Windows orchestré, hébergé dans du Kubernetes? Alors, on en a déjà parlé un petit peu, mais l'Azure CNI, c'est vrai que ça nous a pas mal bloqué sur la partie Windows, parce qu'on était obligé d'utiliser le CNI Azure. Et cette partie réservation d'IP, c'est vrai que c'est un vrai souci. Il faudrait qu'on puisse augmenter la plage d'adressage du VNet, du sous-réseau. Il faudrait qu'elle soit simplement, on puisse la gérer simplement, sans avoir à tout casser et à tout refaire. Parce que là, c'est vraiment tout le cluster qu'il faut refaire, donc c'est vraiment embêtant. Ensuite, alors sur la partie Windows, alors il y a le poids des images. C'était aussi c'était un vrai souci quand on voulait créer des nouvelles VM et quand on voulait créer dans un autre pool des nouveaux nœuds pour scaler up et que ces nœuds, ils n'ont pas l'image de Windows Server Core. C'est vrai que c'est un petit peu dommage parce qu'ils la récupèrent, ça prend du temps. Ensuite, on récupère nos propres images, ça prend du temps aussi, etc. Donc, on a essayé de mettre en place, Rémi, mon collègue, a essayé de mettre en place une registrie locale aussi au cluster pour accélérer un petit peu, essayer d'avoir une espèce de cache d'images. Mais ça, c'est quelque chose, typiquement, ça pourrait être une fonctionnalité en plus. Quand on instancie un nouveau nœud Windows dans un autre pool, il faudrait que sur ce nœud, il y ait par défaut les Windows Server Core, Nano, etc. Enfin, peut-être les images de base qui sont censées être utilisées par les personnes qui vont déployer dessus. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce que les images Windows pèsent quand même pas mal, quoi. Je veux dire, même le corps, il est fou. Après, on a eu d'autres soucis, c'est que c'était une application qui était graphique, donc il y avait plein de DLL qui étaient utilisés du système, des DLL graphiques, et on est passé sur du Windows Server Core où il n'y a rien du tout au niveau graphique, on n'a qu'une ligne de commande et c'est tout. Et donc il a fallu qu'on identifie l'ensemble des DLL qui étaient utilisés système et qu'on les embarque nous-mêmes dans notre propre image pour que ça fonctionne. On a eu pas mal de soucis aussi sur l'accès à la base de registre, en fait, on modifiait la base de registre de nos conteneurs. Et en fait, c'était pas pris en compte. Et il fallait modifier la base de registre du nœud sous-jacent.
Sans ça, notre application ne fonctionnait pas. Donc on a mis en place tout plein d'astuces, des daemon sets qui modifient le nœud sous-jacent avant de lancer, avant de permettre à des pods de s'instancier dessus, etc., etc. On a des problématiques de SMB, hein, c'est SMB qui nous posait souci. On voulait des paramétrages vraiment très très spécifiques de SMB dans la base de registre et on ne pouvait pas le faire en fait dans le conteneur. Il fallait le faire sur le nœud pour que tous les conteneurs, tous les pods en bénéficient. Donc pareil, petit point d'achoppement qui nous a pris pas mal de temps à comprendre notamment. Ensuite, il y avait toujours des fonctionnalités qui étaient un petit peu en retard. Hein. Au début, les conteneurs Windows, il n'y avait pas toutes les fonctionnalités qu'on avait sous Linux. Et notamment, il n'y avait pas les config maps au début. Ça, c'était un vrai problème. Enfin, les config maps issus de fichiers. Donc, on ne pouvait pas charger des config maps depuis des fichiers. C'était vraiment embêtant. Donc, pareil, on a attendu un petit peu que ça évolue. Et en attendant, on mettait nos fichiers directement dans les pods. Et puis un dernier petit problème aussi qui était assez coton à résoudre, c'est qu'il y a des limites de 16 caractères, ça doit être un truc comme ça, dans les noms NetBIOS des machines. Or les noms des pods, ils sont à rallonge, c'est-à-dire qu'ils font 32 à 64 caractères, ils sont vraiment très très longs des fois. Et donc les pods s'instanciaient, ils prenaient un nom à rallonge, et NetBIOS, lui, il le tronquait au milieu. Et nous, on se servait des noms NetBIOS pour identifier de façon unique les machines. Ce qui fait qu'on avait dans notre base de données à nous, on avait 10 fois la même machine et l'outil de scheduling interne qu'on a sur la partie OCR s'en mêlait les pinceaux complètement. Et donc bon, ça a été un peu compliqué à régler tout ça. Voilà, c'est les petits détails qui ont fait que ça ralentit un petit peu la mise en œuvre de notre application Windows dans des conteneurs. Mais finalement aujourd'hui ça marche vraiment vraiment bien. On est vraiment content et on est même étonné que ça marche aussi bien, honnêtement. Parce que en connaissant la technologie des conteneurs pour Linux, c'est vrai qu'on voyait difficilement le portage. Enfin, le portage n'a pas dû être facile quand même sous Windows. Enfin, pour faire l'équivalent, ça n'a quand même pas dû être facile. Mais on est très content. Pour le coup, ça marche, ça fonctionne vraiment très très bien. Et puis, alors, un dernier petit retour d'expérience seulement sur le fait de déployer des applications dans Kubernetes. Nous, ce qu'on voit tous les jours quasiment, c'est qu'il est juste impossible de prendre une application, même si elle est en microservice, même si elle a été développée pour être conteneurisée, etc., la poser dans Kubernetes et attendre que ça fonctionne. Parce que ça va fonctionner, sauf qu'à un moment donné, de volume ou de nombre de requêtes ou d'utilisateurs, qui va faire que Kubernetes, en fait, il va pas savoir gérer votre application. Il va pas savoir comment la scaler, il va pas savoir quand est-ce qu'elle est down, quand est-ce qu'elle est up, etc., etc. Et donc, si on ne pense pas, ou en tout cas qu'on ne modifie pas notre application pour qu'elle tourne en Kubernetes, et ben, à la fin, ça fonctionnera pas forcément très bien, ou pas comme on l'attend. Donc, nous, de notre côté, mais je pense que c'est tout le monde pareil, hein, on a pris l'ensemble des interfaces entre les applications et Kubernetes, donc typiquement les sondes de vie. Donc on a mis en place des sondes de vie pour que Kubernetes il sache quand est-ce que notre application elle est down ou pas. On a mis en place les readiness probes pour dire à Kubernetes, attends, arrête d'envoyer du trafic sur ce pod, et là il est sous l'eau par exemple. On a mis en place des limites, des requests pour qu'ils puissent scaler facilement aussi, et qui sachent quoi faire avec nos pods. On a identifié aussi l'ensemble la priorité à travers tous nos services. Est-ce qu'ils sont de haute priorité, est-ce qu'ils sont de basse priorité, etc., etc. Donc je pense que une application, quand elle doit s'intégrer dans Kubernetes, il faut qu'elle parle avec Kubernetes, il faut qu'elle s'interface forcément. Et il faut penser l'application, ou en tout cas la modifier pour que ça fonctionne correctement. Là récemment, on a eu un souci. Quand Kubernetes downscalait nos services, parce qu'il y avait moins de requêtes, parce qu'on avait moins besoin de pods, le downscale, en fait, il se fait du côté Kubernetes en envoyant d'une part une requête au load balancer, au service qui est devant l'ensemble des pods qui sont répliqués, pour lui dire ce pod-là, tu le sors de ta table de routage, et en même temps, de façon asynchrone, Kubernetes envoie aussi un message au pod pour lui dire tu t'arrêtes proprement au début, puis un petit peu plus violemment au bout de 30 ou 60 secondes, hein, mais au début elle lui dit tu t'arrêtes, et ces deux messages en fait ils partent en parallèle. Ce qui se passe c'est que des fois le premier message il arrive sur le pod il dit ok tu me demandes de m'arrêter, j'arrête de prendre des requêtes, lui-même il refuse, donc il renvoie des erreurs 500 aux requêtes qui arrivent, et la partie j'enlève de la table de routage du service mes pods, et elle se fait après. Je ne sais pas exactement pourquoi, c'est relativement asynchrone, et donc on continue de recevoir des flux alors que notre pod il est en train de s'arrêter.
Et ça, sur des services interactifs, c'est juste impossible parce que le client il se prend des erreurs 500 ou il voit des problèmes alors qu'en fait il n'y en a pas. On est juste en train de downscaler, quoi. Donc, on n'a pas de raison de lui envoyer des erreurs 500. Donc il a fallu qu'on retouche notre application pour qu'elle gère correctement justement typiquement ce premier appel qui est de Kubernetes qui lui dit arrête-toi proprement s'il te plaît, pour qu'elle gère cet appel et qu'elle mette à jour sa readiness probe en disant tu arrêtes de m'envoyer des requêtes, je peux plus les gérer. Et qu'ensuite elle attende encore un petit peu pour se tuer elle-même. Enfin bref, il y a tout un process qu'on est obligé de coder dans l'application elle-même. Parce que sinon, de façon standard, ça fonctionne pas forcément bien sur ce genre dans ce genre de situation un petit peu qui arrive en production en plus pour le coup. Donc voilà, c'était juste pour parler un petit peu de ça. Il faut que l'application elle s'interface vraiment au maximum avec Kubernetes et donc qu'elle utilise ces points d'entrée de Kubernetes pour dialoguer avec lui et pour être correctement géré par Kubernetes. Et parce que c'est vrai que les critiques, en plus, il y a des critiques de Kubernetes, il y en a beaucoup, et c'est normal. Et c'est pas des critiques qui sont rédhibitoires. Enfin, pour moi, au contraire, il y a des soucis, comme dans tous les outils qu'on utilise, et donc il faut que ça s'améliore, et c'est à peu près évident que ça ira mieux, et que mais c'est pas parfait dès le début, ça c'est sûr. Il faut pas croire que ça va directement sauver l'application ou que ça va tourner de façon magique. Ça c'est sûr que non. Merci, je pense qu'on a fait un épisode bien riche encore cette fois-ci. Je souhaite plein de bonheur à ceux qui vont l'écouter parce que vous allez devoir faire des pauses toutes les 5 minutes pour essayer de digérer tous les conseils et tous les retours d'expérience qui ont été donnés et amendés par nos experts sur le sujet. Donc c'est vraiment super. Donc Alexandre, on tient à te remercier. Parce que c'est pas un exercice super facile d'ouvrir les portes comme ça du boulot qui a été fait et d'essayer de le résumer en 1 heure, et on imagine les mois et les années de boulot qu'il y a derrière pour arriver à cette expérience-là. Donc merci vraiment, c'était très sympathique à toi de participer à cet épisode. Merci à tous les gars. N'oubliez pas, je parle aux abonnés et à ceux qui nous suivent, en tout cas à ceux qui regardent cet épisode-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ce sera l'occasion d'être informé des nouveaux épisodes. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en pensez et à orienter les choses. On est à votre écoute s'il y a des sujets que vous voulez voir traités, si ce que vous avez vu soulève des questions. N'hésitez pas à les poser, ça vaut vraiment le coup d'interagir. Et du coup, ça vous permettra, une fois abonné, une fois que vous allez liker, de nous faire plaisir et de vous faire plaisir avec des nouveaux épisodes et d'être averti de ce qui va se passer. Et il va s'en passer des choses parce que l'actualité est incessante sur le sujet. Merci à tous, merci les gars, merci Alexandre. Merci Alexandre et bonnes vacances à tous. Au revoir.